En 1978, la lumière oblique posait sur les Appalaches l'air d'une mer immobile et, au bord d'une banlieue aux pelouses au cordeau, la famille McDowell rassemblait ses effets avec la ponctualité d'un déménagement et l'obstination d'une fuite. Des caisses de conserve marquées d'un trait rouge, des outils aux manches réparés au fil de cuivre, des couvertures pliées selon un code que seule la mère savait lire. Des carnets reliés de toile où le père notait ce qu'il fallait taire, Daniel avait noirci des colonnes de chiffres et des listes de jours, comme si l'avenir pouvait être tenu à la minute près par l'addition d'obligations exactes, et c'est ainsi, sans autre bruit que celui d'un pick-up surchauffé et d'un coffre trop plein, que le nom McDowell, un matin, quitta le voisinage de l'école et du supermarché pour se perdre dans la géographie profonde des crêtes bleues, là où la route se réduit à une ligne qui hésite sous les sapins et où les cartes s'arrêtent un peu avant les silhouettes des pas. Daniel conduisait avec l'attention de ceux qui croient reconnaître, dans chaque virage, un signe, il comptait les ponts, il note mentalement les clairières, il classait les ruisseaux selon leur bruit, il cherchait l'endroit où l'isolement cesse d'être une absence et devient une paroi, et quand il trouva, après des heures, ce replat de terre compact au-dessus d'un torrent trop rapide pour garder l'odeur de la vase, il décida que c'était ici, 4 arbres pour les angles, une pente douce vers les, un mur de rocher comme un dos d'animal derrière, un ciel juste assez ouvert pour que les étoiles aient l'air de surveiller sans relâche, et tout, à partir de là, se mit à suivre la logique simple des installations qui refusent d'appeler cela un exil. Ruth, la mère, rangea la cuisine comme on ordonne une chapelle, un seau d'eau claire posé toujours au même endroit, un torchon pour le feu, un autre pour les mains, les couteaux à plat, jamais point en l'air, la farine dans une boîte d'où l'on chasse non les insectes mais la peur de la faim, les assiettes en faïence pauvre qui n'appartiennent à personne et appartiennent à tous, et les enfants, Caleb, Myriam et le plus jeune, Owen, apprirent le relief des journées à la vitesse des petites vies. Prêts à absorber les coutumes nouvelles, ils eurent chacun un coin pour dormir, un clou pour leurs chaussures, une part pour aider, une part pour se taire, et l'on aurait pu croire, quelques semaines durant, que tout cela n'était que la version rude d'une existence honnête, un camp prolongé à la lisière d'un monde trop bruyant, si le père n'avait pas inscrit, sous les gestes, une musique différente, plus serrée, plus sèche. Car Daniel, avant les montagnes, avait pris l'habitude d'écouter, la nuit, les voix longues des radios lointaines qui traversent les États par-dessus les champs, il avait relevé des concordances entre les manchettes de journaux, les chiffres des almanachs, les cycles du maïs, les pannes d'électricité, les pénuries temporaires, il avait mis à côté un calendrier lunaire, un livre d'orage, un vieux testament, il avait tracé des lignes entre eux, et ces lignes, à force de passer les unes sur les autres, avaient fini par dessiner une sorte de filet où sa propre vie se prit, l'obligeant à croire que la seule manière droite de protéger les siens consistait à leur ôter le monde avant que le monde ne se brise en eux. Le cabanon devint une charpente de règles, levée avant le jour, couper le bois à la rosée pour que la hache entre sans cri, eau portée par mesure, paroles comptées, repas tenus à heure fixe, veille répartie selon la vigueur d'épaule de chacun, et, le soir, quand la brume tirait sur les ravins, Daniel ouvrait le premier de ses carnets, celui qu'il nommait sans rire, registre des signes, et consignait, en lignes brèves, le grincement inhabituel d'un arbre, la chute d'un oiseau trop près du toit, l'étrange silence d'un insecte à l'heure où d'ordinaire il écrase la nuit, autant de détails que la forêt offre à qui veut bien la prendre au sérieux, et qui, réunis, fabriquaient une conviction qui avait la certitude tranquille des calendriers. Les enfants, eux, n'étaient pas des calendriers, ils absorbèrent d'abord la joie du feu qui prend sans étouffer, la caresse du vent sur la joue quand on sort du lit dans un air trop neuf, l'ivresse d'une pente dévalée accrue, la tendresse d'un chien venu des bois et qui accepta d'être nommé parce que la main de la petite le gratta au bon endroit, puis, doucement, ils se plièrent à la gravité du père. Un jour pour réparer, un jour pour apprendre la marche sans bruit, un jour pour rester au seuil de la clairière et compter les minutes en regardant les ombres faire leur lente translation, un jour, surtout, pour s'abstenir de demander « quand », car le « quand », ici, n'était pas un temps, c'était un espace interdit. Ruth tint la maison par les moyens qui ont sauvé plus de familles qu'aucune prophétie, pain levé à la bonne chaleur, lessive qui sèche sur une corde tendue au juste endroit, chasse de la poussière près du lit pour que le sommeil ne se fasse pas l'ennemi, autorité des mains sur le désordre, douceur ferme sur les oreilles qui traînent, et cette tenue-là, simple, vraie, retarda longtemps la montée d'une autre tenue, celle que Daniel commençait à inscrire sous le plancher, à la manière des charpentiers qui renforcent une maison en y cousant des pièces qu'on ne verra jamais. Cela commença par une carte de la forêt gravée dans sa tête, affleurement de schiste, sources basses qui sentent le fer, vieux chemin de mule coupé d'éboulis, la buse à la gueule ronde qui garde la piste, la clairière où la neige tarde à fondre au printemps, l'endroit précis où le vent change de nom à l'automne, il y posa des points au sens propre, petit tas de cailloux, bout de tissu, entaille discrète sur un pain, rien qui crie, tout ce qui retient sans bruit, puis il dessina, entre ces points, un cercle grossier qu'il corrigea au fil des semaines, un cercle de marche que personne ne devait franchir sans raison, un cercle qui n'était plus seulement un périmètre de sécurité,
mais une ligne de discipline, et, dans la poche de sa veste, un autre carnet, plus étroit, se chargea de dates et de consignes à la deuxième personne, non pour lui, pour ceux qui suivraient s'il venait à manquer. Car l'homme qui craint la fin du monde vit déjà dans l'après de sa propre disparition, il en organise les miettes, ici, enterrer des bocaux de riz à la fin du sentier sous la pierre longue, là, cacher des allumettes dans le tronc creux, plus loin, creuser la terre gelée en hiver avec la barre plutôt qu'avec la pelle, autour, laisser à chaque saison une trace d'enfant pour que la forêt apprenne la famille. La forêt n'apprend pas, elle tolère, et c'est par cette tolérance que la cabane prit sa vraie densité. Un rectangle de bois ajusté sans fierté, une table qui ne branle pas, 3 chaises et un banc, une caisse pour ranger les cuillères, une autre pour les livres, une petite croix gravée au couteau sur l'encadrement de la porte. Non pour appeler une protection spectaculaire, pour rappeler, aux poignets qui tremblent, que l'on a juré de ne pas heurter la nuit par des éclats. Ce serment, Ruth le lut dans la manière dont Daniel fermait le volet contre l'orage, elle le retrouva dans les mots qu'il ne prononçait pas lorsque le poste à pile crachait par hasard une rumeur de monde lointain, elle l'accepta comme on accepte, pour tenir une maison, les positions qui offensent un peu le dos. L'essentiel était sauf tant que les enfants dormaient tout entiers, tant que le pain levait, tant que les bêtes des bois passaient sans se dresser, tant que la rivière ne prenait pas la folle envie de mordre le talus. L'hiver vint, puis repartit, la cabane gagna ses odeurs, suie propre, soupe épaisse, laine sèche. L'été posa sa sèche sur les pierres, le chien connut les habitudes, Ruth improvisa des fêtes sans gâteau, un ruban sous la fenêtre, une chanson qui ne donne pas envie de pleurer, et dans ces fêtes discrètes se glissait une pluie de détails qui, plus tard, donnerait aux fouilles de la police un sentiment insupportable de vie interrompue, une assiette ébréchée mais lavée, un couteau à beurre posé sans soin au bord du pot, une miette collée à la nappe, une petite cuillère laissée à l'envers, autant de choses minuscules qui, étant sauvées par le temps présent, deviendraient, plus tard, des preuves qu'on lit à l'envers. Mais pour l'heure, rien ne criait, sinon le crissement d'un ours au loin, la plainte d'un arbre fendu, la grêle sur la tôle, jusqu'au jour où Daniel, plus maigre et plus droit que de coutume, revint d'une marche avec cette fixité dans le regard qui annonce que la carte intérieure a trouvé son dessin. Il avait bouclé son cercle, il avait choisi un centre. Le centre n'était pas la cabane, c'était une clairière plus haut, un rond presque parfait où la mousse avait pris une teinte plus sombre, comme si la terre avait la mémoire d'un feu ancien, au milieu une pierre plate que le gel ne parvenait pas à renverser, et à 2 pas, un creux que l'eau refuse de remplir, même quand il pleut sans limite, un endroit où l'on se tient comme tenu, et Daniel, parce qu'il ne croyait pas au hasard, parce qu'il avait besoin que le monde obéisse à une logique qui ne puisse pas être contredite par un marché noir ou une panne de radio, décida que ce serait là le cœur de sa tenue, là que l'on ferait les comptes, là que l'on poserait ce que l'on doit autant plus que ce que l'on doit à Dieu, et il commença, d'abord en silence, par y venir seul, à l'aube, le pas réglé, la respiration longue, les poches délestées de tout sauf d'un couteau propre et d'un chiffon de lin, il restait debout, il tournait lentement. Il comptait sans compter, il affûtait dans sa tête un langage qu'il n'avait pas encore osé prononcer. Puis vinrent les pages noires des carnets. Dans celui que l'on retrouverait plus tard sous la latte de la chambre, des dates, des températures, des annotations sur la faim volontaire, sur l'eau rationnée, sur l'ordre des tours, et, entre ces lignes d'une exactitude presque militaire, des phrases qui penchaient vers autre chose, tenir le cercle, ne pas laisser le monde entrer par la porte de l'ombre, placer le sang où il compte, réparer avec la main la fracture des jours. Faire famille une seconde fois si l'âge vient. Autant d'énoncés qui, lus après la disparition, prendraient la forme d'un plan, mais qui, sur l'instant, n'étaient peut-être que l'artiste pauvre et inquiétante de se donner des raisons. Ruth, prudente, ne lut pas tout, elle avait la science des mères de choisir les angles qui consolident et d'éviter les conversions spectaculaires qui se paient d'enfants, elle resserra la cuisine, elle surveilla la chaleur du poêle, elle maintint la paix des après-midi, elle laissa Daniel battre sa carte intérieure en espérant que les montagnes, par leur compétence ancienne, dilueraient ce qui, en lui, voulait se durcir. L'espoir tient jusqu'à ce qu'il cède, la bascule se fit sans scène, par un glissement de détails. Daniel, peu à peu, modifia l'heure des repas, exigea le silence plus longtemps, étira la prière jusqu'à ce qu'elle devienne exercice de souffle, inventa des jours sans pain pour apprendre au corps à ne pas demander, et de ces jeunes-là, consignés avec précision, naquirent, dans le carnet, des pages plus dures où l'on parlait de faim propre, de terre propre, de lignée purifiée, mots qu'ils n'auraient pas utilisés dans la banlieue, mais qui, dans les bois, sonnaient comme des pierres heurtées par une rivière basse. Les enfants, eux, sentirent la tension monter sans la nommer, ils marchèrent comme on marche sur une planche, ils animèrent le chien à voix basse, ils apprirent à s'échanger des corridors de sourires quand la parole est interdite, ils se firent, l'un à l'autre, des gestes de service pour aider la journée à tenir debout. Owen, le dernier, s'accrocha à la routine comme à une branche, Caleb prit des habitudes de grande personne sans l'annoncer. Myriam découvrit la géométrie de l'ombre sous la table.
Et c'est dans cette géométrie qu'un soir la ligne dura plus longtemps que de coutume, une bande d'obscurité qui mangea le bord de la nappe et s'étira jusqu'à toucher l'assiette du père. Celui-ci ne mangea pas, il posa la main sur la table, il respira avec la bande, il attendit qu'elle recule, elle recula, et la nuit entra. Plus tard, bien plus tard, les enquêteurs regarderaient une table dressée et des assiettes encore grasses, ils prendraient des photos, ils parleraient d'une « scène figée ». Ils mesureraient les angles, mais ce soir-là, pour les vivants, rien ne s'était figé, au contraire, tout s'était mis en mouvement autour d'une bande d'ombre comme si la maison acceptait de plier une seconde en se jurant de ne pas rompre. L'hiver qui suivit mit la cabane à l'épreuve. Neige lourde sur le toit, bois qu'il faut chercher loin, gel qui mord les poignets, et dans ce resserrement le père trouva ce qu'il cherchait. La conviction que l'extérieur n'offre pas de repos, que seul l'intérieur a encore la force de tenir, il resserra donc le cercle, il interdit les marches à plus de 20 minutes sans raison, il planifia l'éveil près de la porte comme on planifie un siège, il écrivit. Dans le carnet, préparer le passage. Expression qui, suite, deviendrait la clé de tout, mais qui, sur le moment, n'était peut-être pour lui qu'un synonyme de « préparer la suite ». La suite de quoi, de qui, le carnet ne le dit pas. Et pourtant, pendant que Daniel organisait, d'autres forces œuvraient pour que la vie ne se réduise pas à un plan. Ruth offrit une fête sans motif le jour où la neige cessa de coller, un pain un peu sucré, 3 pommes conservées, elle mit une nappe que la fumée avait jaunie en la lissant jusqu'à lui rendre sa dignité, elle posa les assiettes avec ce soin qui donne aux objets le poids de la paix, les enfants, à ce repas-là, oublièrent de compter les secondes. Et la cabane, 1 heure durant, respira plus bas, plus large, prenant assez d'air, croyait-on, pour tenir jusqu'au printemps. Mais le printemps, dans ces endroits, n'est pas une promesse, c'est un examen. La rivière grossit comme si elle voulait avaler la pente. Le vent pose des branches à terre comme on jette les restes après le repas, le sol se gorge puis se dérobe, et dans ce travail la cabane dut démontrer qu'elle avait été construite à bonne hauteur, que le plancher n'aspire pas l'eau, que la porte ferme sans heurter, que l'air circule sans faire de couloir, et elle réussit, parce que des mains honnêtes l'avaient faite sans orgueil. C'est précisément à ce moment, quand la maison avait prouvé sa tenue, que le père arrêta sa date. Les entrées dans le carnet devinrent des décomptes, les jours perdirent leur nom, les colonnes se mirent à reculer vers un point, moins une échéance qu'une épingle, et à côté des chiffres apparurent des notations qui, lues plus tard, tordraient le ventre, corde propre, linge blanc, assiette placée, couteau à part, marche vers le haut, bouche lavée, sel, eau, sang. Le mot ne criait pas dans la page, il pesait, il n'était pas entouré de symboles, il n'était pas suivi d'un point d'exclamation, il se tenait comme un outil posé, et c'était cela qui glaçait, car lorsqu'un mot terrible se contente d'être commun, c'est qu'on l'a intégré à l'économie du jour. Qu'avait en tête Daniel? Une purification? Une transmission? Une sortie avant la sortie de tous? Un geste pour sauver ses enfants de l'après? Les carnets n'expliquent jamais tout, ils ne font qu'exposer la géométrie exacte des obsessions. Les jours qui précédèrent la date s'organisèrent en une liturgie domestique. Nettoyage à fond, linge lavé et plié, repas léger, eau bouillie, outils rangés, silence plus long encore, et, la veille, une longue marche vers la clairière, chacun à sa place, le père en tête, la mère derrière, les enfants serrés, le chien tenu. Daniel avait dans sa poche un petit paquet enveloppé de tissu, on ne saura jamais ce qu'il contenait avant, on saura ce qu'il contenait après. Car les policiers, des années plus tard, trouveraient, au bord du cercle, des rubans à peine tachés, un linge plié exactement, et, au centre, cette pierre plate où le gel n'a pas prise, plus sombre que la terre autour, plus propre aussi. Ce futur, pour l'heure, n'existait pas, le présent seul comptait, et il consistait à apprêter une maison pour qu'elle reste, si les corps partent, un argument, la table dressée comme pour ne pas humilier l'appétit de ceux qui reviendraient, les couverts alignés à 3 doigts du bord, les assiettes posées à la même distance, les verres retournés pour que la poussière ne se sente pas invitée, et à côté de cette table, sur un coin, le carnet ouvert à la page laissé sans exégèse, si tu entres. Et que nous ne sommes pas là, lit à l'envers, et tiens le lieu, phrase qu'un gendarme, plus tard, répéterait sans comprendre, mais qui, pour Daniel, signifiait qu'on ne doit pas, devant une absence, précipiter le récit, qu'il faut d'abord respecter le poids des objets. La date arriva. On ne sait pas si elle prit le jour ou la nuit, les carnets se taisent sur l'heure, les traces, elles, par la voix basse, un cercle sec plus sombre au centre de la cabane, si régulier qu'on le croirait tracé, et qui n'était que la marque d'un liquide resté, des assiettes immobiles qui ne furent jamais renversées, une chaise tirée de quelques centimètres, un bol d'eau encore posé, un morceau de pain trop dur pour avoir été frais, et puis rien, pas de lutte, pas d'empreintes confuses, pas d'objets cassés, pas de couteau au sol, aucune précipitation. La forêt, à l'extérieur, ne laissa pas davantage de drapeaux, pas de branches fraîches brisées sur une ligne, pas de lambeaux de tissu accrochés, pas de pas répétés sur la même trace, seulement, au nord de la clairière du haut, un endroit où la mousse avait été compressée par des genoux, et plus loin,
une marque presque invisible sur la pierre. Comme si le linge plié y avait été posé avant d'être emporté. Le reste appartient aux années de silence, aux rumeurs de bourg, aux coups de téléphone tardifs, aux piétinements administratifs, aux bénévoles qui cherchent, aux chasseurs qui jurent, aux vieux qui se taisent, mais cela n'est pas encore dans la cabane, cela viendra quand la forêt aura digéré la première année et que la neige se sera amusée, un hiver, à entrer par une vitre cassée. Pour l'heure, le récit s'arrête sur la table et sur le cercle, sur un silence immobile si dense qu'il semble pousser sur les murs un lichen, sur un carnet couché près du poêle, sur une lampe sans pétrole, et sur la certitude muette, écrite dans la tenue des objets, que la famille McDowell n'a pas été enlevée à sa propre maison, mais qu'elle a, par une logique qui échappe aux vivants pressés, décidé de continuer son cercle ailleurs. Dans la clairière où la pierre garde le gel, et que ce choix, loin d'être un cri, a voulu, par la mise en ordre du dedans, encore protéger, encore tenir, encore gouverner l'air pour que les suivants, ceux qui trouveraient, ne soient pas tentés d'ajouter du bruit. C'est à cette porte, restée tirée sans être verrouillée, que les années frapperont, et c'est sur ces assiettes encore grasses, dites les photos que les enquêteurs poseront leurs yeux, entre la date et la découverte, il y aura le travail patient des saisons, le zèle de quelques voisins, l'oubli actif des gens pressés, et, au centre, le cercle, qui continuera de sécher. Les années déposèrent sur la cabane une pellicule de mousse et de silence, la piste devint plus étroite, la tôle prit la teinte des pluies froides, le volet ouest cessa de fermer correctement à cause d'une torsion du bois, et le cercle sec, au centre du plancher, noirci sans s'effacer, comme si le bois buvait sans jamais étancher. Ce fut un automne tardif qui remit des pas humains dans la pièce, non par curiosité mais par nécessité. Un garde forestier venu repérer une ligne de coupe de prévention suivit un ravin trop rempli d'aulnes et déboucha sur le replat, il reconnut dans l'agencement des objets la manière d'une vie qui avait cessé trop vite, il recula sans toucher, il nota mentalement les éléments qui comptent. La table dressée, les verres retournés, la position d'une chaise tirée de quelques centimètres, le bol d'eau devenu miroir, l'alignement des assiettes à la même distance du bord, l'absence de désordre, et le cercle, au centre. Plus sombre, assez régulier pour sembler tracé, assez inégal pour prouver qu'il ne l'était pas, il prit le temps de ressortir, de retrouver du réseau sur une croupe plus dégagée, d'appeler, puis la procédure suivit son propre cours de lenteur, une piste ouverte au ruban, un camion qui respire mal dans les épingles, des hommes qui posent les bottes avec ce respect qu'imposent les lieux qui n'ont plus de voix, et, dans le rectangle de bois, des regards qui enregistrent avant de conclure. Des mains qui notent et qui rangent la tentation de parler. Les photos fixèrent la scène comme un rituel renversé. Assiette encore grasse, miettes collées, couverts parallèles, poussière posée sur la tranche des dossiers de livres, lit d'effet m'étiré, lampe sans pétrole, la petite croix gravée sur l'encadrement de la porte, et ce carnet tiède au toucher humide du sol, glissé sous une latte qui avait bougé avec les hivers, carnet où les colonnes de jour finissaient par se transformer en décompte, où les notations concrètes sur le bois, la farine, l'eau, les tours de veille, la marche, la réparation, basculaient vers des consignes plus serrées, une sorte de liturgie domestique formulée en gestes, pas en slogan, une manière de tenir le monde en le réduisant à ce qu'une main peut assurer dans une journée courte. Puis, sous ces consignes, un resserrement que l'œil professionnel, habitué aux listes d'épicerie et aux fantaisies des ermites, n'aimait pas lire, une obsession de propreté et de mise à part, des mots sur la corde, sur le linge, sur la marche vers le haut, sur une préparation qui ne parlait ni de départ ni de retour mais de passage, notion qui foutait mal dans une maison où tout disait le contraire du mouvement. Les gens de l'État, robustes et précis, crurent d'abord à un départ précipité vers la vallée, une marche malheureuse, une crue, un glissement, les montagnes regorgent de drames sans dramaturgie, mais l'absence de désordre refusait ce récit. Personne n'avait quitté la table pour se lever au bruit d'une bête, personne n'avait renversé une chaise, personne n'avait voulu attraper, dans la panique, un couteau, l'ordre général contredisait l'événement soudain. L'obsession de mise en place empêchait la thèse du coup de vent, et le cercle sec interdisait le reste. Alors on sortit du bois la machine lente des recherches, un secteur quadrillé par des rubans, des chiens qui apprennent la montagne avant de chercher, des bénévoles en manteau trop neuf, des chasseurs qui connaissent les plis du relief, des plongeurs qui se glissent dans les trous d'eau où le courant use les pierres en bol, des cartes étalées sur le capot d'un pick-up, des flèches, des ronds, des carrés, des dates, des heures. Et l'on se rendit compte qu'il n'y avait pas, autour de la cabane, les signes habituels des fuites désespérées, pas de sillon de bottes dans une mousse fraîche, pas de lambeaux de coton accrochés à une épine, pas de branches cassées à hauteur d'épaule, pas de chemin improvisé pour un corps blessé, il n'y avait rien, et ce rien n'avait la consistance d'une décision. Au bout de 3 jours, quelqu'un prit la peine de monter plus haut, comme si l'arrangement du bas désignait, de lui-même, une géométrie au-dessus, et l'on trouva la clairière, exactement là où le sens du plan de Daniel l'avait placé, un rond légèrement plus sombre, une pierre plate que le gel n'avait pas renversée, un creux que la pluie refuse d'occuper plus d'une heure, un endroit où le vent a le son d'un souffle qu'on retient, et sur la pierre, bien après que les mains eurent appris à
Touché sans saccager, de minuscules grains de sel pris dans des fissures, preuve microscopique et poignante qu'on avait posé là un linge, un aliment, un corps, une intention, sans que la forêt, pourtant, n'en fasse un tumulte. Plus loin, sur la mousse, 2 empreintes agenouillées, non pas pour prier, leur n'aimaient plus les symboles, pour poser, pour tenir, pour soutenir. Le cercle du haut répondait à celui du bas comme 2 voix dans une chanson triste, la cabane donnait au centre ce que la clairière recueillait, et l'enquête, plus qu'elle ne progressait, s'englua dans la fidélité des objets à leur place. On fit venir des hommes de la ville qui regardent autrement, ils comparèrent les tâches, ils parlèrent de groupes sanguins, de porosité du pain, d'angles, ils prirent des échantillons dans des tubes, ils firent transporter la table, ils freinèrent les volontaires, ils demandèrent des extraits de naissance, des numéros de sécurité sociale, ils appelèrent le bureau des immatriculations, ils interrogèrent de vieux voisins de banlieue, la banlieue dit peu. Un courrier se chargea d'enveloppes qui revinrent avec la mention de non-distribution, quelques bulletins scolaires en dormance apprirent les prénoms, confirmèrent que l'année d'avant on venait encore à l'école, puis personne, les relevés bancaires s'arrêtèrent net bien avant la date, la maison de banlieue avait été vendue à bas prix à un acheteur pressé de retaper, le pick-up avait roulé jusqu'au bout des routes enregistrées, puis plus, et tout, dans ces fils qui, d'ordinaire, suffisent à retisser l'étoffe d'une vie, résistaient, ici, comme si le père avait volontairement refusé à la société la possibilité de raconter, en laissant à la montagne le soin de tenir le récit. On trouva, hors du plancher de la chambre, 2 caches plus lointaines, l'une sous un rocher humide, avec du riz dans des bocaux, des allumettes, des comprimés, quelques pièces, un couteau enveloppé dans un tissu, l'autre dans un tronc creux, avec des vêtements d'enfant, pliés avec la méthode d'une mère qui a appris à ranger même quand elle est pressée, et cette politesse des plis créa, chez les gendarmes, une émotion qu'ils n'avaient pas prévu de lâcher, car elle disait la présence d'une femme, qui avait tenu jusqu'au bord, pas la caricature du disciple qu'on colle trop vite aux hommes qui suivent des hommes. Dans les carnets, l'obsession avait une date, mais pas d'heure, les semaines qui la précédaient paraissaient s'entraîner à l'économie du dernier jour, réduire le bruit au minimum pour que le moment ait lieu sans friction, et l'on comprend pourquoi, plus tard, la rumeur fabriqua ce mot de pacte, comme si un mot pouvait épuiser une structure. Le comté, pendant ce temps, devait faire vivre les colonnes du journal, la disparition entra dans les rubriques, puis s'en retira, puis y revint quand des chasseurs signalèrent, à une saison où l'on voit plus loin, un groupe de rubans pâlis dans un pin, à bonne hauteur pour une main d'adulte, rubans qui ressemblaient au tissu trouvé dans la cache, rubans que le vent avait maté jusqu'à leur ôter la couleur, rubans qui, photographiés, parurent, au dernier cliché, plus nombreux qu'à l'œil nu, alors qu'il n'y en avait que 3, effet bien connu des appareils qui confondent les branches avec des signes, mais suffisant pour nourrir, en ville, une lecture cultuelle qui n'aidait personne ici. Une équipe remonta la piste le long du torrent, le torrent, fidèle à sa pente, lavait tout, il n'acceptait pas de retenir ce qui, sur les terres plates, s'englue. Au bout de 14 jours, le comté déclara qu'on repasserait chaque saison, on choisit des semaines, on posa au bureau un cahier de veille avec un calendrier, on rangea la cabane comme on range une salle après une cérémonie, rien de sentimental, une rigueur de bras. Et la porte fut tirée sans être verrouillée, solution qui appartient à ces pays où l'on sait que fermer entretient le vol et couvrir demande aux vivants de respecter. Les années suivantes répétèrent le geste de monter, la cabane tenait, le cercle ne se confondait pas avec la tâche, la clairière gardait sa propreté troublée, la pierre du centre, selon les saisons, suintait à peine, jamais longtemps, preuve que la mémoire est une affaire d'équilibre plus que de signes, et, chaque fois, la carte du père revenait par capillarité dans les têtes des hommes de l'État qui ne pouvaient pas s'empêcher d'adopter sa marche. 4 arbres pour les angles, la croupe pour se souvenir de l'éclaircie, la buse pour comprendre la piste, les entailles sur les pins, visibles quand on sait où regarder, invisibles sinon, comme un message fabriqué pour des gens sérieux, et l'on ne sut jamais si Daniel avait écrit pour d'autres que lui-même ou si l'ordre de la cabane et celui du haut se suffisaient à eux-mêmes, autorisant l'inconnu à s'offrir à la lecture sans pour autant se livrer. Une autre vague de recherche, à la fin d'une décennie, profita d'une crue qui remodela un coude de rivière en aval, une racine arrachée offrit à la surface un baluchon de tissu serré par une ficelle devenue dure comme du fil de fer, à l'intérieur, des objets pauvres et précis. Un ruban, une petite cuillère, une dent enfantine enveloppée dans un coton, 2 perles de bois. Autant de souvenirs qu'une mère garde dans un tiroir quand elle doit déplacer la maison et n'a plus de place pour les cadres. Ces choses-là, remontées dans l'air, firent naître, chez les rieurs, des hypothèses sans intérêt, chez les vivants de la crête, une peine utile. On sut de manière irréfutable que la famille avait pensé à revenir un jour sur la boue, mais qu'elle n'avait pas laissé à la boue le soin de tout dire. La traînée médiatique, de son côté, ne se contentait pas des objets, elle inventait des voix. On dit qu'un homme de passage affirma avoir croisé, bien au sud, une femme qui ressemblait à la photo jaunie de la mer, on parla d'un garçon qui aurait travaillé 2 saisons dans une station-service en donnant un prénom changé d'une lettre, on mentionna des silhouettes au fond d'une vidéo de randonneurs, on colla sur des murs des reproductions des visages.
On planta des pousses de récits dans des forums, la montagne, elle, s'en moquait et la cabane continuait de tenir. Et, au fil de cette seconde décennie, une vérité plus grave s'imposa à ceux qui montaient sans appareil. L'emprise ne venait pas d'un homme qui prétend sauver, elle venait d'un lieu qui avait appris à enfermer l'effroi dans un ordre, et cet ordre-là, salutaire au début contre la panique des nouvelles sans-queue-ni-tête, avait pris, chez Daniel, la place du monde. Les enquêteurs revinrent au carnet pour s'épargner la tentation de l'horoscope, ils créèrent des tableaux. Colonnes de météo, densité des notations, fréquence des jeûnes, nombre de jours de silence complet, ils comparèrent avec des calendriers lunaires, avec des pannes d'électricité recensées dans la région, avec des coupures d'approvisionnement signalées dans les journaux, ils cherchèrent des concordances, on aime les concordances quand on se noie. Ils en trouvèrent assez pour écrire un rapport et pas assez pour dormir ensuite, car la seule concordance qui tenait ne parlait ni de la lune, ni du réseau, ni du maïs, elle parlait de l'intérieur. Chaque fois que la cabane avait été parfaitement tenue 3 jours d'affilée, chaque fois que la poussière s'arrêtait au bord de l'étagère sans franchir, chaque fois que l'eau dans le bol restait limpide plus longtemps que la normale, chaque fois que la nappe était tirée sans pli, les notations du carnet prenaient. Le 4e jour, ce ton de resserrement qui invoquait le passage, comme si l'ordre absolu appelait, en retour, une sortie. À force de revenir, de comparer, de reprendre, on vit se dessiner, sous l'intrigue qui nourrissait les curieux, une mécanique plus triste et plus vraie. La peur de la faim avait poussé Daniel à bâtir un coffre pour tenir sa famille à l'abri des fracas, et le coffre, impeccablement fabriqué, avait fini par leur manquer d'air. On ne le sut pas par aveu, on le lut sur les objets, sur les pliures, sur les altérations. L'envers d'une nappe ou 2 taches en miroir se répondait, l'arête d'un couteau à beurre micro-rayé par des lavages trop fréquents, le bois de la chaise qui avait pris le poli d'une main d'enfant à un endroit précis, preuve qu'on s'y cramponnait quand le silence devenait trop grand, le chien, qu'on n'avait pas trouvé dans la cabane, qu'on repéra plus tard au creux d'un ravin, couché sans souffrance apparente, comme si on lui avait demandé de rester et qu'il avait tenu la consigne jusqu'à ce que la faim l'endorme. Autant d'indices qui n'auraient jamais été pris en compte si le cercle de bois ignoré n'avait pas continué de briller sous la poussière. Le comté ferma les dossiers, sans les clore, avec cette formule administrative qui permet de continuer sans brûler, il se promit des passages réguliers, il tenait un cahier des visites, il ajoutait, certains hivers, un poste de veille précautionneux quand les feux de forêt avaient durement passé, il s'assura que personne ne ferait de la cabane un pèlerinage, il empêcha les charognards d'emporter la table, il laissa, par politesse pour Ruth qu'on ne retrouverait pas, un torchon propre posé sans insistance sur un clou, geste de femme qui se salue par la cuisine à travers les années. Et dans ce cadre réduit, les habitants du versant apprirent à parler de l'affaire autrement, non plus comme d'un roman, comme d'une tenue. On disait qu'on passerait garder la ligne basse, qu'on vérifierait si la porte tire sans forcer, qu'on laisserait un bol d'eau, qu'on drainerait le replat s'il s'engorgeait, qu'on surveillerait la pierre du haut pour qu'elle conserve sa dignité de centre, et cette grammaire du service finit par faire pièce à la grammaire de la peur. De loin en loin, la forêt rendait quelques maigres pièces à conviction pour faire vivre les archives. Une boîte de conserve avec un trait rouge exhumé par un sanglier, une trousse cousue main où il ne restait que des aiguilles, un fragment de couverture au motif connu de la mer, un bouchon de bouteille mitré d'ocre, une petite figurine taillée au couteau par une main d'adolescent. Objet qui valait toutes les confessions et qui obligea les hommes à s'éloigner pour ne pas se cacher derrière des papiers. Et puis, un été clair, alors que des étudiants descendus de la ville s'essayaient à cartographier des vestiges de charbonnières pour un projet universitaire, l'un d'eux repéra, au téléobjectif, un signe qu'aucun des locaux n'avait cherché. Un tracé de marche circulaire, autour de la clairière du haut, visible seulement à l'horizon au moment où le soleil abat les contrastes, comme si des pas répétés, toujours sur la même trajectoire, avaient lissé une couronne dans la végétation, pas une enceinte de pierre, pas un brûlage, une piste de pas, obstinée, polie par des allers et retours. Cette piste, relevée, mesurait presque exactement la distance que 3 enfants peuvent parcourir en comptant jusqu'à 100 sans s'arrêter, elle finissait par retomber aux genoux sur la mousse, et cet anneau de pas, découvert tard, remplaça dans la tête de quelques enquêteurs la mécanique du sacrifice par la mécanique du jeu obligé. Pour tenir un jour de silence complet, pour tenir la faim, pour préparer le passage tel que Daniel l'entendait, on avait peut-être obligé les enfants à compter en marchant jusqu'à ce que le corps devienne docile, et l'on ne sut pas trier. Alors, entre la colère et l'indulgence, on sut seulement que le système, froidement, avait tenu parce que les muscles avaient obéi. Ce détail, qui fend encore la poitrine des gens qui montent avec retenue, fut la dernière pièce du puzzle avant le repli de la forêt sur son secret, repli sans théâtre, juste la ferme volonté des montagnes de reprendre les formes des pensées. La cabane, au bout de 15 ans, s'assit un peu, la charpente tira d'1 centimètre sur la droite, la table resta droite, la porte se couvrit en bas d'un liseré de champignons qui ne montait pas plus haut que l'ongle. Signe de propreté qui persiste, la clarté des après-midi trouva d'autres angles, la poussière s'installa à sa nouvelle place, et la clairière, elle,
continua de présenter sa pierre plate comme on présente une scène que le théâtre a quittée. Le dossier, périodiquement, savait se réchauffer à la faveur d'un article venu d'ailleurs, d'un livre qui mélangeait des familles, d'un documentaire qui préférait la forêt aux cuisines. Mais ceux qui avaient posé la main sur le bois de la table n'eurent plus jamais envie d'ajouter une ligne, ils n'avaient pas besoin de mots plus hauts pour raconter que la peur et l'amour, dans des collines trop patientes, peuvent, à force de se confondre, inventer un ordre qui finit par manger les vivants. Restaient les objets, encore, toujours eux, pour enseigner, à ceux qui venaient sans caméra, que l'on ne sauve pas par l'absolu d'un plan, que l'on sauve par l'air qu'on laisse passer entre les rituels, que l'on perd quand on met le monde à la taille d'une pièce, et que, dans une cabane laissée comme pour accueillir, la table dressée peut être l'ultime tentative de protéger les inconnus du fracas d'un récit trop sûr de lui. La suite viendrait de loin, non de la montagne. Un dossier d'assurance vie déterré par un greffier, une lettre non envoyée retrouvée dans la couverture d'un livre pieux racheté chez un brocanteur, 2 témoignages tardifs ramenant l'ombre d'une rencontre sur une aire de repos à des heures que les archives n'aiment pas, tout cela injecterait, des années plus tard, un autre récit possible. Mais pour l'instant, la cabane, l'anneau de pas, la pierre, la table, le cercle sec, les carnets, tenaient. À eux seuls toute la topographie d'une disparition qui n'était pas une fuite, pas un enlèvement, pas un hasard, une translation volontaire dans un langage que personne n'a envie d'adopter, et c'est avec cette topographie-là, silencieuse et dure, que la montagne attendait, immobilisée et disponible, que quelqu'un ose, non pas expliquer, mais marcher à rebours des cartes de Daniel, pour voir si l'on peut, en lisant à l'envers et en tenant le lieu, rendre à la vallée ce qui lui a été pris sans bruit. Ce qui vint ensuite ne vint pas des bois mais des bureaux, et c'est ainsi, souvent, que les disparitions prolongées se remettent à vivre. Un greffier, en vidant un sous-sol d'archives où l'humidité ronge les trombones et blanchit les ficelles, tomba sur un dossier d'assurance inactif, une police modeste à primes irrégulières, contractée des années avant la montagne, à une époque où Daniel payait encore l'électricité et rêvait d'un garage propre. Le contrat n'avait pas de bénéficiaire externe. Il désignait la famille entière comme s'il s'agissait d'un cercle fermé qui se rembourse à lui-même. L'agent avait rédigé une clause d'exception, manuscrite, qui précisait qu'en cas d'événement collectif, la somme serait tenue en dépôt par une maison de culte anonyme jusqu'à ce qu'un membre survivant en demande l'usage. La maison de culte n'existait plus, avalée par les mutations d'adresse et la lassitude des fidèles, mais une lettre non envoyée, coincée dans la couverture d'un livre pieux. Racheté chez un brocanteur, repris, par des mots trop simples pour être de théâtre, l'obsession de « préparer le passage », non pas comme un acte grandiloquent, comme une méthode pauvre de ne pas laisser aux autres le soin de raconter à la place des vivants. L'écriture, droite, sans fioriture, disait la peur de la désorganisation, l'angoisse d'un monde qui bavarde plus qu'il ne tient. La conviction que la seule charité possible pour une famille consistait à lui donner un chemin coquin. Événement ne pourrait lui retirer, et l'on reconnut, dans ce souci, la même main qui alignait les couverts à 3 doigts du bord et qui rangeait les allumettes dans le tronc creux sous la mousse, et c'est à ce moment que l'enquête sortit du bois pour investir la manière même dont les McDowell avaient vécu avant de disparaître. Un relevé de bibliothèque municipale exhumé du fin fond d'une étagère indiqua des emprunts réguliers de calendrier lunaire, d'almanachs agricoles, de brochures de survie imprimées sur papier mauvais, des factures d'achat d'outils trop solides pour une banlieue renseignèrent sur la construction d'une réserve avant le départ. Des voisins de l'autre vie se rappelèrent la précision d'un homme qui mesurait la pluie dans un pluviomètre de plastique, la lenteur d'une femme qui pliait les draps en les regardant jusqu'au bout, la discrétion d'enfants qui marchaient sur l'herbe plutôt que sur le gravier. Tout cela grossièrement recopié sur des fiches perforées. Bien des années plus tard, une image d'avant qui ne contredisait pas l'après, elle en donnait le tremplin. Un inspecteur, qui avait lu trop de dossiers où l'on cherche dans la boue ce que le feu a laissé, eut la patience de reprendre les carnets non comme des indices, comme les plans d'une maison invisible, il traça au crayon la fréquence des jeûnes, la longueur des silences prescrits, la régularité des nettoyages profonds, la récurrence des marches vers le haut, il posa ses courbes transparentes les unes sur les autres, il constata, sans mystère, qu'une logique s'imposait. Plus l'ordre du dedans s'approchait de la perfection, plus la volonté d'un passage s'exprimait, comme si l'ordre absolu, au lieu d'apaiser, appelait en retour une sortie, on aurait dit, pour des oreilles moins sobres, une messe qui n'ose pas se dire, pour des yeux plus secs, une stratégie de libération. Et c'est là que la montagne reprit sa part, non par des apparitions, par un détail. Un rhododendron dont les branches, sur la pente au-dessus de la clairière, portaient, à intervalles réguliers, des entailles finas. Hauteur d'épaule, non pas pour marquer un chemin, pour compter un temps, 12 entailles dans la première branche, 12 dans la seconde, puis rien, comme si quelqu'un avait choisi d'arrêter la mesure au bord d'un calendrier personnel, et cette mesure extérieure finit par se superposer à la mesure intérieure des carnets, un peu comme la cloche du village qui autrefois sonna le midi à l'heure du soleil avant d'obéir à une horloge. L'inspecteur, qui n'avait jamais cultivé autre chose que ça patience, refusa le saut que des journalistes lui proposaient vers la croyance brute,
il préféra noter que la forêt elle-même avait été tirée dans l'économie d'un foyer jusqu'à servir de cadran, et que ce cadran cessait d'être gravé quand les bras n'étaient plus disponibles pour l'entretenir. Des témoignages tardifs, toujours suspects, firent leur ronde autour du dossier. Ici, un pompiste jura avoir vu un adolescent aux yeux trop fatigués pour son âge aider à pousser un camion en panne bien au sud. Là, un employé d'aire de repos attesta, des années après, qu'une femme aux tresses serrées avait payé son café avec une monnaie oubliée à la guerre d'avant. Plus loin, un pasteur d'une petite chapelle posée à mi-pente entre deux vallées parla d'une famille silencieuse assise au dernier banc pour une seule cérémonie avant de repartir. Ces récits, qu'on rapporte à voix basse, qu'on raccroche à des dates floues, nourrir des articles qui se nourrissent de soi, mais l'enquête, à qui l'on demande de résister aux appétits d'images, n'en tira qu'une confirmation utile. La disparition n'était pas un enlèvement, pas une fuite à l'aveugle, pas un effacement spontané. Elle s'inscrivait dans un itinéraire où les points de contact avec le monde avaient été choisis comme des soupirs. On apparaissait pour acheter de l'essence, pour remplir d'eau un bidon, pour glisser un billet dans une boîte à cierges, puis on rayait ces points comme on barre une journée sur un calendrier, un jour après l'autre, jusqu'au centre. Restaient les choses qui ne se laissent pas traiter par les calculs, les raisons qui gouvernent les actes quand le langage prend peur, la tendresse, la fatigue, l'amour devenu formule, la foi qui glisse dans l'organisation et qui s'y perd, et c'est par elle que le dossier, tout d'un coup, se retourna sur Ruth. Jusqu'alors, elle n'était qu'une présence forte et silencieuse derrière la table ordonnée, un torchon propre sur un clou propre. Mais la lettre retrouvée dans la couverture du livre, écrite de sa main à en croire ceux qui savent voir l'inflexion d'une consonne dans une cuisine, rallongea son ombre. Elle parlait et racontait sans citation d'une inquiétude constante et ferme, d'un refus des excès, d'une volonté de tenir sans casser, d'un désir simple et violent de préserver l'appétit des enfants, de laisser circuler l'air entre les piliers de l'ordre, et, si l'on accepte que cette lettre résume plus que des minutes, elle dit que Ruth avait compris ce qui menaçait, l'ordre. S'il est poussé jusqu'à ne pas laisser de place à l'imperfection, cesse d'être une protection et devient une machine. Elle le contraria tant qu'elle put avec ses instruments à elle, le pain, l'eau, la sieste, la table, la fête sans gâteau. Elle glissa des caresses sous la nappe des consignes, elle inventa des retards, elle retarda, le plus longtemps possible, ce qui, pour Daniel, avait pris le nom de passage. En lisant à l'envers, comme l'exigeait la note, on ne voit plus seulement un père qui organise, on entend une mère qui amortit. Alors se posa la question que le parquet posa sans réussir à la formuler sans trembler. À la date, la mère consentit-elle, sédatait-elle, transforma-t-elle, détourna-t-elle, ou sauva-t-elle? On chercha, non pas une réponse, une interprétation, dans les objets, car seuls les objets, ici, parlaient. On revint à la table, on remesura l'écart entre l'assiette de la mère et l'assiette du père, on constata qu'il était plus grand que celui entre les assiettes des enfants, signe ténu d'un recul. On étudia la surface de la chaise, on y trouva des marques fines de frottement d'avant-arrière, pas de côté, signe d'une hésitation longue. On examina le bol d'eau, on y vit, au fond, un dépôt d'une poudre blanche minuscule, ni sel ni farine, la trace peut-être d'un linge rincé. On retourna le torchon sur le clou, on trouva, invisible à l'œil de ceux qui n'ont pas le temps, 2 brins d'herbe pris dans la trame, herbe de la clairière du haut, preuve du va-et-vient, et ces broutilles, au lieu d'apporter un verdict, tirèrent une corde plus douce. La mère avait tenu l'axe en grave côté jusqu'au bout, elle avait fait d'une cuisine une digue, d'une digue un frein, d'un frein un compte de paix pour ceux qui passeraient après. Elle avait donné au monde le peu d'air dont il dispose quand tout se resserre. Si pacte il y eut, il ne fut pas seulement du sang, il fut d'abord de la table. Une hypothèse, moins violente et plus effrayante, commença alors à circuler parmi les gens qui montaient sans appareil. Il se pouvait que le cercle du bas et le cercle du haut n'aient pas scellé une fin, mais un basculement, non pas une extinction, une entrée dans un dehors plus loin, avec les mêmes règles, la même table, la même pierre, une cabane plus haut encore, au-delà des cartes, au-delà des rubans d'état. Il se pouvait que la famille, par une méthode que Daniel avait tirée des carnets de l'autre vie, se soit retiré plus loin dans la montagne avec la conviction de sauver en conservant l'ordre et en fermant davantage l'air. Hypothèse indémontrable, peut-être fausse, sûrement romantique pour les villes, pragmatique pour ceux qui savent combien les bois offrent de repli, hypothèse qui, en tout cas, expliquait la continuité d'objets retrouvés à des distances non compatibles avec un abandon. Elle disait une translation, pas une disparition. À cette hypothèse, la forêt opposa son indifférence, mais un détail, encore, prit parti sans le dire. Une saison, une odeur de soupe réchauffée se fit sentir dans la pièce alors que plus personne n'y vivait, non pas la gourmandise d'aînés qui aiment se faire peur, l'odeur grasse, tenace, qu'on reconnaît quand la poussière est soulevée par une bouffée d'air chaud. Les hommes se moquèrent d'eux-mêmes, puis, par prudence, posèrent sur la table un nouveau bol d'eau. Ils ne cherchaient ni à nourrir, ni à conjurer, ils pratiquaient ce service muet qui les liait à la famille par la seule grammaire qu'ils acceptaient, tenir le lieu pour empêcher le récit de s'égarer. Comme toutes les affaires qui dépassent le temps de 2 préfets, celle-ci entra dans le registre des commémorations sourdes.
on montait à date fixe non pour pleurer, pour réparer, on refaisait le seuil, on calait une poutre, on graissait une charnière, on ramassait, autour de la pierre du haut, les rubans que la pluie aplatissait, on nettoyait l'anneau de pas sans l'élargir, on gardait la distance de respect qui interdit au curieux de croire que sa caméra lui donne des droits. On emportait la poussière sur ses chaussures comme on emporte la cendre d'un feu sans l'avoir volée. Un historien local, au geste lent et aux doigts noirs d'encre, entreprit de rendre au dossier sa vraie densité, il décrivit les Appalaches non comme un cliché de collines sombres, comme un pays de vallées qui enferme et de crêtes qui ouvrent, il rappela que ces montagnes produisent des formes de loyauté qui n'aiment ni les micros ni les blâmes, il montra que la radio du soir, qui portait jusque dans les cuisines des voix sur d'elle, avait, à la fin des années 70, fourni à des pères inquiets une musique pour leurs besoins d'organisation, il expliqua, sans condamner et sans justifier, la façon dont un foyer, à force de vouloir se protéger, se construit une citadelle où l'air manque, il écrivit sobrement que Daniel avait été l'architecte d'une carapace brillante, que Ruth en avait été la peau vivante, que les enfants avaient servi de charnière souple, et que, le jour dit, la carapace, la peau, les charnières avaient choisi ensemble de se déplacer comme un animal qui change de terrier, entre l'hiver qui couvre et le printemps qui trahit. Ces pages, lues dans un tirage limité à ceux qui n'aiment pas les phrases qui mouchent, firent plus pour la paix du comté que tous les éditoriaux, car elles respectaient les objets autant que les âmes, elles laissaient à la cabane sa fonction de leçon. Pendant ce temps, au sud, une vieille station-service fermait, on y vendit pour presque rien des boîtes de brochures laissées sur le comptoir. C'est dans l'une d'elles qu'une petite feuille pliée en 8, tachée d'huile, apparut, elle donnait, en chiffres, le nombre exact de pas que fait un enfant de 7 ans entre la cabane et la clairière du haut par le chemin le plus court, elle indiquait l'endroit où un adulte doit s'arrêter pour reprendre son souffle sans que l'enfant ne s'en aperçoive, elle rappelait qu'il faut boire à l'ombre d'un rocher pour ne pas habituer la bouche à l'eau chaude, la feuille n'avait aucun titre, aucun nom. Mais la manière d'énoncer ressemblait au carnet du père à ceci près qu'elle prenait soin des corps plus encore que des règles, et l'on voulut y voir la main de Ruth, hypothèse invérifiable, belle, utile, qui renforça encore ce que les gens des pentes disaient déjà sans l'écrire. La famille avait appris à marcher sans bruit, puis elle avait disparu sans bruit avec un soin qui déjouait autant les bêtes que les hommes. Un dernier élément, qui ne prouvait rien mais se posa sur la table des consciences comme une assiette de plus, apparut 20 ans après la date, un cahier d'écolier vendu par lot dans un vide-grenier lointain, couvert de dessins trop précis pour un âge si peu avancé, des couteaux, des clous, une chaise, une table vue de haut, une pierre ronde, une cabane carrée, des pas dessinés comme des perles, puis, sur la dernière page, un cercle avec, à l'intérieur, 5 petits traits à peine marqués, le cahier avait pris l'eau, on ne put pas remonter au boutiquier qui l'avait acheté, on sut seulement qu'à quelques moments, quelque part, un enfant avait appris à représenter l'ordre comme on apprend l'alphabet, et qu'il savait, en 5 traits, dire sa famille. Après cela, la montagne referma la bouche, l'affaire cessa d'être un tremplin pour les chroniqueurs et redevint ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Un avertissement sur l'appétit des ordres parfaits et une prière très basse pour les maisons qui tiennent les leurs sans les pousser au bord. Les hommes du comté tinrent leur promesse de passer chaque saison, certains étés ils trouvèrent la table légèrement décalée de la position où ils l'avaient laissée, certains hivers ils constatèrent que la poussière avait choisi un autre bord, signe que la maison, par les jeux ordinaires de la matière, continuait de vivre, on n'en fit pas un mystère, on n'en fit pas un signe, on remit la chaise avec un doigt de recul, on laissa un bol d'eau, on ferma la porte sans verrouiller, on descendit, la vallée reprit, les collines respirèrent, la radio du soir changea de voix, les journaux changèrent de papier. Mais au cœur des Appalaches demeura ce rectangle de bois qui résiste au bruit, et la clairière du haut qui se tient comme un disciple d'une liturgie que personne n'envie et que tout le monde respecte. La suite, qui allait venir de 2 papiers échappés à la destruction, une attestation de baptême tardif dans une petite église au-delà de la frontière de l'État et un registre de pension de veuve rempli des années après pour une somme dérisoire, donnerait au récit un détour inattendu, non pour tout résoudre, pour offrir une autre façon de lire à l'envers la marche des McDowell. Et d'ajouter à la table une assiette qui manquerait moins aux vivants. Les papiers qui réorientèrent la lecture n'étaient pas spectaculaires, un carton beige sorti d'un fond de tiroir d'église où des souris avaient creusé des tunnels dans les buvards, et un registre administratif d'un bureau de comté posé à 3 heures de route de la cabane, au-delà d'une frontière étatique qui change la couleur des plaques minéralogiques mais pas celle des fougères, 2 pièces minces qui ne s'imposaient que par leur entêtement à survivre. L'attestation de baptême tardif. D'abord, exhumée par un curé fatigué qu'un archiviste bénévole avait convaincu de laisser respirer l'armoire, tenait dans la main, papier fibreux, encre passée, ligne droite et sobre où les noms manquaient l'uniformité des formulaires modernes. Il ne s'agissait pas d'une paroisse monumentale mais d'une chapelle adjacente à une salle polyvalente qui recevait, l'hiver, des distributions de soupe, et dans cette chapelle, à une date qui se posait exactement 15 mois après la disparition, un enfant avait reçu l'eau selon un rite simple qu'on pratiquait rarement ici où l'immersion des rivières l'emportait d'ordinaire sur les vieux registres. L'âge indiqué n'était pas celui des bébés,
il correspondait à un corps déjà tenu, et la main qui avait écrit avait raturé une première orthographe du nom avant d'en fixer une autre, proche mais pas identique, signe d'un souci de discrétion sans grossièreté. Plus déroutante encore, une note dans la marge, brève, notant que le certificat original n'avait pas été délivré le jour même mais à la demande ultérieure d'une personne calme qui avait donné une adresse de boîte postale et qui avait insisté pour qu'aucune mention de parrain et de marraine ne figure, détail peu anodin dans un pays où la communauté aime se refléter dans ses registres, et c'est cette absence choisie, plus que la rature, qui installa, chez ceux qui savaient lire au-delà des cases, l'idée que l'ombre des McDowell avait continué d'avancer ailleurs, sans fracas, en posant des papiers justes pour permettre au corps de circuler et aux consciences de s'apaiser. Le registre de pension, lui, n'avait pas la dignité de ces écritures anciennes, c'était une liasse au papier acide, imprimée à la chaîne, où l'on coche des cases en appuyant trop fort, et sous la case veuve, des années après la date du cercle sec, une main tremblée avait recopié des informations qui s'accordaient presque exactement avec ce qu'on savait de Daniel si l'on acceptait l'idée qu'il avait pris, pour la route, un nom qui s'épelle comme l'original mais se prononce autrement, la profession indiquée ne parlait pas de banlieue ni de forêt, elle évoquait des chantiers de bois de charpente et des journées payées au lance-pierre, l'adresse, quant à elle, menait à une bande de terre coincée entre une voie ferrée et un dépôt de gravier, un endroit où l'on garde des caravanes sans baisser les yeux, la somme versée, ridicule, n'avait pas vocation à sauver qui que ce soit, elle achetait du lait, un peu de farine, le droit de ne pas aller au bureau à la première panne, et c'est précisément cette modestie qui donna au papier son poids, car les fictions s'enveloppent d'excès, les vies patientes s'habillent de formulaires maigres. L'inspecteur qui tenait encore la clé du dossier, par pure obstination civique et par une tendresse secrète pour les objets qui ont raison contre les bruits, recopia à la main les lignes utiles, il superposa, sur une carte, les lieux où ces traces s'étaient posées, il dessina, entre la cabane et la chapelle, une diagonale qui évitait les villes, un chapelet de vallon où l'on peut glisser, il ajouta, entre la chapelle et le bureau de pension, un coude qui longeait une vieille voie de rail où les wagons de bois descendent encore la pente avec ce cri métallique qui donne aux collines l'impression de parler, et la figure qui en sortit n'était ni une fuite en ligne droite ni une errance, c'était une marche tenue, mesurée, ponctuée par des lieux qui ne retiennent personne trop longtemps, la trace d'une famille qui se fabrique une seconde vie en reproduisant l'ordre à l'échelle d'un monde plus pauvre. Rien, dans ces pièces, ne tranchait définitivement la question de la date, rien ne prouvait un suicide de groupe ni une exfiltration négociée avec la forêt, rien ne garantissait que le nom qui se couchait sur le formulaire de veuve recouvrait exactement le visage de Ruth, mais l'ensemble tissait une pellicule de vraisemblance par-dessus la version commode du drame irrémédiable, une pellicule assez consistante pour autoriser la lecture à rebours, celle qu'avait exigée la note laissée à la table. Lire à l'envers signifiait, ici, tourner autour des objets comme on tourne autour d'une pierre du haut, regarder ce que l'ordre des McDowell produisait lorsqu'il était exporté. Un coin de caravane tenu comme une cuisine, des chaussures alignées à l'entrée d'un mobil-home, un bol d'eau posé en silence sur un placard à côté d'un poste à pile, une corde propre qui ne sert plus à tendre la lessive dans une clairière mais à tenir un auvent contre le vent de la plaine. La même politesse transposée à des planches moins nobles, et cette transposition, autant que les registres, donna à ceux qui suivirent des yeux cette marche de papier la conviction que Ruth, si elle avait survécu, avait continué de faire barrage avec les mêmes outils contre le même excès, elle avait mis de l'air entre les formulaires et les jours, elle avait poursuivi sa pédagogie des gestes à l'intérieur d'une parcelle triste. L'historien local, qui persévérait dans son entreprise lente d'ajuster le récit à la taille des collines, ajouta à son tirage discret un chapitre court où il décrivait la façon dont certaines familles, au fil des décennies, s'étaient retirées d'un monde trop prompt à leur prescrire des récits, non pour se livrer aux forêts, pour se rendre à une liturgie domestique qui sauve sans bruit, et il plaçait, en contrepoint, la figure de Daniel, non comme un prophète raté, comme un architecte de coffre, à qui la montagne avait d'abord donné raison, puis qu'elle avait doucement corrigé en lui retirant le couvercle, et la figure de Ruth, non comme une exécutante, comme une praticienne du maintien qui, dans le vacarme du mot pacte, avait imposé au monde cette nuance simple et dure, la table d'abord. Le comté, quant à lui, resta prudent jusqu'à s'enrayer, il ne réouvrit pas officiellement l'enquête, il ajouta aux annexes 2 pages photocopiées où l'attestation et le formulaire dormiraient à côté des clichés de la table, il poursuivit sa coutume de monter chaque saison par respect pour les lieux, et il laissa, parfois, au bord du registre de veille, des remarques qui témoignaient d'une intelligence plus fine que la moyenne. On notait que la poussière n'avait pas débordé sur l'étagère, que l'eau du bol s'était évaporée sans trace, que les verres retournés avaient gardé leur poussière propre, que la porte tirait toujours juste, et ces notes, marginales, étaient les seuls endroits où l'État, brièvement, écrivit comme écrivent les femmes, en parlant des choses avec des gestes. Les rumeurs, comme toujours, tentèrent de reprendre la main, elles reparlèrent de sectes, de marche vers le haut à la nuit, de cercles de pierre, de sang, elles appelèrent des mots trop grands pour une cabane si tenue, et la vallée, lassée, continua sa pédagogie.
elle invita les curieux à venir graisser une charnière plutôt qu'à demander des détails, elle leur montra la pierre plate du haut et l'anneau de pas, non pour les émouvoir, pour leur demander de raviver. Avec une main, la pellicule d'herbe qui protège la mousse, et la plupart repartirent avec de la terre sur les genoux et moins d'appétit pour les exclamations. Dans les années qui suivirent, quelques vies minuscules, comme toujours, se greffèrent autour de l'histoire sans lui voler son centre. Un mécanicien de chemin rural reconnu, un matin, dans le soin porté au rangement des clés d'une vieille remorque, la patte de quelqu'un qui avait appris à ne jamais laisser un objet sans place, il posa mentalement cette signature anonyme à côté de celle qu'il avait imaginée en montant autrefois à la cabane, il se persuade, sans témoin, d'avoir croisé la trace. L'oncle des McDowell dans un parc de machines, une institutrice, bien au sud, se rappela des années plus tard qu'un élève mutique avait, dans ses copies, dessiné des tables vues de haut et des cercles au centre des pièces, elle n'osa pas relier l'enfant à un dossier, elle en conserva seulement une tendresse active pour ces géométries qui transmettent quand les bouches refusent. Un pasteur laïque de bled planté au pied d'une carrière garda chez lui, sans commentaire public, une boîte à sucre en fer décoré de fleurs où dormaient des rubans pâlis, il tenait la boîte non comme une relique, comme un rappel de ce que peut produire l'amour quand il confond l'absolu et le soin, et ses miniatures, éparses, ajoutaient, en périphérie, du grain au récit sans le saturer. La cabane, pendant ce temps, s'ancra dans sa vieillesse solide, elle montra dans ses madriers ce polissage qui résulte de l'entre-soin, les charnières graissées tournèrent sans crier, la tôle continua de rendre un son juste à la pluie, la table ne gauchit pas, la poussière a pris ses nouvelles routes, et le cercle sec, au centre, perdit de la noirceur en gagnant de l'épaisseur, comme si le bois, à force d'être regardé sans être touché, avait décidé de faire de la tâche une cicatrice, et cette cicatrice, plus que tout, enseigna aux vivants cette grammaire qui coupe court aux gloses. Un lieu peut apprendre à porter ce qu'on lui a demandé de porter, et ceux qui montent pour le tenir participent, par la rigueur, à cette transformation. La pierre du haut, fidèle, ne renversa jamais sa face, elle prit, certains matins, un halo de mousse, elle laissa, certains soirs, la pluie filer en filet très fin autour de son bord, elle refusa d'être un autel, elle demeura une table de granit où l'on pose, on garde, on prend, et l'anneau de pas, que la végétation efface puis rend selon la loi des saisons, continua d'apparaître au soleil rasant avec cette humilité qui accuse le corps plus que le mystère. L'historien, en montant, y vit là. Preuve que l'éducation reçue à la cabane s'était gravée dans les muscles, et ce constat, au lieu de nourrir la colère contre le père, rata l'occasion de condamner la mère, il préféra écrire que la famille, en s'exerçant au silence et à la marche, en réglant la respiration sur des cercles, avait composé une langue qu'il appartenait aux vivants de ne pas applaudir ni maudire, mais de traduire en gestes utiles pour leur propre maison. Lorsque l'on plaça, 25 ans après la date, l'attestation de baptême et le registre de pension dans une vitrine miteuse d'un centre d'archives de comté qui sentait la moquette humide, personne ne vint inaugurer, on colla au scotch une étiquette, on laissa la lumière basse, et cette pauvreté du dispositif eut la justesse du reste, elle refusait de tirer sur les fils pour faire du volume, elle disait simplement « Voici 2 papiers qui autorisent une autre manière de comprendre l'ordre des McDowell, il n'explique pas, il complète, tenez-les comme vous tenez la porte pour quelqu'un qui passe. » La dernière inflexion du récit, avant sa clôture tempérée, vint d'un entretien enregistré par l'historien avec une vieille femme qui avait travaillé dans un bureau de poste rural au tournant des années 90. À bande magnétique, sèche, saturée par intermittence, laissait entendre l'énumération de gestes quotidiens estampillés, trier, ranger, boucher une fuite d'air sous une fenêtre avec un torchon. Au milieu, une mention discrète de lettres acheminées vers une boîte postale utilisée quelques saisons par une femme qui payait comptant des mandats qu'elle ne remplissait jamais en entier. La vieille n'avait pas retenu le nom, elle avait retenu la tenue, le billet droit, la distance, l'absence de parfum, les chaussures sans poussière, la manière de remercier avec un mouvement de tête plutôt qu'avec des mots, et, sur la bande, on entendait l'historien acquiescer par un silence patient, puis la vieille posait le détail qui compte aux yeux de ceux qui lisent à l'envers. Certains matins, la femme avait, sur les doigts, une farine qu'on reconnaît, peu de gens amènent de la farine en payant un mandat, sauf ceux qui viennent de pétrir, alors l'historien, rentré, posa l'enregistrement dans une boîte en carton à côté des carnets, des photos de la table, de l'attestation, du registre, de la feuille d'huile avec le nombre de pas, il éteignit la lumière, il connut cette paix courte qui naît lorsqu'un détail confirme une hypothèse qu'on n'ose pas déclarer, puis il reprit sa marche, comme les hommes du comté reprennent la leur, en se promettant de tenir jusqu'au prochain tour, car la seule morale que l'on puisse tirer d'une cabane bien arrangée autour d'un cercle sec consiste à continuer. Sans bruit, à graisser les charnières et à poser de l'eau, de peur que l'ordre absolu ne réclame à nouveau sa sortie. La suite, qui demanderait un dernier tour d'horizon, ne ferait pas crier la forêt, elle ajouterait au dossier non un coup de théâtre mais une confirmation basse, 2 lignes inscrites dans un registre de cimetière à l'autre bout de la diagonale, qui obligerait à relire encore une fois les objets sans leur trahir, et, à la fin,
une façon de laisser la cabane dans son droit et la pierre dans sa tâche, un finissage de poussière et de gestes qui honorerait, pour une dernière fois, la table dressée et l'anneau de pas. Les deux lignes du registre apparurent un après-midi sans emphase, tracées à l'encre fine dans un cahier de cimetière où les colonnes se succédaient depuis des décennies avec la même patience que les saisons, un cahier posé dans une baraque de bois au bout d'une route poussiéreuse, au sud de la diagonale que l'inspecteur avait dessinée entre la cabane et la chapelle, deux mentions minuscules perdues entre des noms de mineurs, de blanchisseuses, de conducteurs de wagons, deux dates qui ne criaient pas, l'une 14 mois après la disparition, l'autre 27 ans plus tard, la première indiquant l'inhumation d'un enfant sans baptême sous l'orthographe approximative d'un patronyme qui tutoie de près celui des McDowell, la seconde notant la concession d'une parcelle pauvre pour une femme d'âge indéterminé avec un prénom réduit à son initiale et une adresse de caravane, aucune mention de parents, aucun parrain, aucune pierre notable. Seulement la croix de ciment brut que les cimetières économiques plantent au bout des lignes sans pouvoir promettre qu'elle tiendra jusqu'au prochain hiver, et c'est précisément dans cette pauvreté que le papier imposa sa gravité, car il s'accordait aux autres pièces déjà déposées. L'attestation tardive, le formulaire de pension maigre, la trace d'un ruban, la feuille tachée d'huile donnant le nombre de pas d'un enfant vers la clairière du haut, autant de fragilités qui, superposées, fabriquaient une certitude douce comme un poids. Posé au bon endroit, à savoir que le récit commode d'un pacte refermé en une seule nuit sous la tôle d'une cabane ne respectait ni la compétence de la montagne ni la ténacité d'une mer, et qu'il fallait, pour être juste, accepter une longue durée de translation, un vestiaire d'identité cousu à la main, une pédagogie de survie transposée sur des planches plus pauvres. L'inspecteur recopia les deux lignes à la main, il n'y avait pas d'autre manière de ne pas les déformer, puis il marcha parmi les parcelles, guidé par un gardien qui connaissait les saisons plus que les noms, et l'on trouva, un peu à l'écart, le signe discret de ces inhumations pauvres, une petite croix coulée à la hâte avec une plaque d'aluminium où une initiale avait été frappée trop légèrement pour résister au soleil. Et plus loin un rectangle de terre où l'herbe reprenait mieux qu'ailleurs. Preuve que la terre avait accepté son rôle sans demander d'ornement, ainsi laissait-on aux visiteurs cette expérience muette d'une vérité qui ne se donne pas à lire sur du marbre mais dans la tenue d'un gazon. On ne saura jamais si ces deux lignes recouvraient exactement les corps que l'enquête poursuivait, l'administratif permet la pudeur que la rumeur interdit, mais leur addition offrait au dossier la possibilité la plus modeste et la plus forte à la fois. La famille n'avait pas été engloutie en bloc par un seul geste, elle avait continué d'avancer, elle avait payé d'un enfant le prix rude de l'entre-deux, elle avait tenu une femme debout jusqu'à ce qu'une dernière case, remplie d'une main tremblée, la fasse entrer à son tour dans l'ordre des registres, et entre ces deux points, un pays avait été habité de billets, à hauteur de caravanes, de chantiers, de chapelles sans parrain, avec la même rigueur appliquée jadis au couvert et à la pierre du haut, une rigueur acceptée non pour imposer un spectacle, pour sauver du vent des vies qui ne demandaient pas d'être applaudies. Avec cela, rien n'exigeait d'ôter à la cabane son cercle sec ni d'ôter à la clairière son anneau de pas, au contraire, la topographie gagnait en profondeur, comme un plan qui passe du trait à la coupe, la maison du bois continuait de dire que l'ordre absolu appelle une sortie, la pierre du haut continuait de rappeler que toute sortie qui ne s'accompagne pas d'air recommence les taux ailleurs, les carnets continuaient de montrer comment une liturgie domestique, volontairement pauvre, bascule dans la machine lorsqu'elle refuse au hasard sa part, et la table dressée persistait comme un appel silencieux à tenir pour les suivants, ceux qui viendraient avec des bottes et un cahier, les mêmes qui, depuis des années, gardaient la porte sans verrou et la charnière graissée. Le comté ajouta, en annexe, une feuille où l'on recopierait les deux lignes du cimetière avec la même encre que celle qui avait servi pour la note exigée de lire à l'envers, et la routine reprit, plus simple, plus vraie. On montait à chaque saison, on redressait le seuil, on époussetait sans curiosité, on laissait un bol d'eau, on replaçait les verres retournés à 3 doigts du bord, on vérifiait la clarté qui tombe sur le cercle. On faisait le tour de l'anneau de pas sans poser le pied. Dessus, on regardait si la pierre du haut avait gardé sa dignité de table, on redescendait en parlant bas parce que les collines n'ont pas besoin de nos commentaires, elles demandent notre tenue. L'historien, qui avait jusque-là retenu ses conclusions, se permit, dans un tirage plus court encore que les précédents, un dernier chapitre qu'il appela sans orgueil l'entretien des preuves, non pour trancher, pour maintenir, il y écrivait, dans une langue sèche et droite comme celle des carnets, que la disparition des McDowell n'était pas un prodige mais une pédagogie dévoyée, un amour devenu système, une peur devenue géométrie. Une maison si parfaitement tenue qu'elle avait cessé d'être une maison, puis, par le travail patient d'une femme et d'enfants, une adaptation lente à des planches plus pauvres où la même politesse avait réussi à ménager de l'air entre les consignes, et il demandait, pour finir, que l'on abandonne le mot pacte à la paresse des titres, qu'on lui préfère les mots plus humbles qui sauvent. Table, eau, marche, silence, respiration. Au même moment, sans qu'aucun ruban ne s'étire au bord des routes, la cabane entra dans sa vieillesse accomplie, elle bougea d'un doigt vers l'est, la tôle vibra moins sous les grêles, le plancher, à force de sécher, fit du cercle une cicatrice, la poussière choisit un autre bord, les feux de forêt passèrent au loin et les hommes du comté,
en repartant, eurent, un soir, l'impression non pas d'avoir gardé un monument, d'avoir rendu un service à une maison qui, à travers eux, continuait son travail d'enseignement, au même titre que la cloche d'un village sonne l'heure juste sans attendre qu'on l'applaudisse. Ceux qui montaient une première fois avec des yeux avides de signes repartaient différemment, ils avaient appris, en posant la main sur la table et en sentant sous la paume le relief doux de la cicatrice, que la vérité ne s'arrache pas, elle se tient, ils comprirent, en benoîtant la pierre du haut avec une serviette pour en chasser les herbes sans la rendre nue, que l'on ne fait pas d'un centre une idole, on en prend soin, et ils retenaient, en s'arrêtant une seconde au seuil pour aligner leurs chaussures, que cette manie modeste des objets travaille davantage contre la peur que tous les récits, parce qu'elle laisse de l'air entre les gestes. La diagonale dressée par l'inspecteur resta sur sa carte pliée, elle avait cessé d'être une enquête pour devenir une route de mémoire, et dans les creux qu'elle traversait, une poignée d'anonymes vivait encore avec cette tenue silencieuse qui permet aux hivers de passer sans ronger l'intérieur des maisons, on en croisait une trace sur une corde propre, sur une assiette retournée à la bonne distance du bord, sur un bol d'eau posé au coin d'un fourneau. Autant de petites coutumes qui avaient pris leur indépendance du drame d'origine pour rejoindre ce qui, depuis toujours, protège les pauvres, une économie de gestes. Dans la vallée d'où tout était parti, les radios du soir avaient changé de voix, les prophètes d'Apocalypse avaient trouvé d'autres cibles, les journaux imprimaient des catastrophes plus récentes, la forêt, elle, n'avait pas changé de méthode, elle continuait d'offrir à ceux qui prennent le temps de plier le dos sa grammaire de sobriété, et la cabane, chaque saison, se laissait rejoindre par des pas qui avaient appris à ne pas se croire en excursion. Des pas qui viennent réparer, non commenter. Des pas qui acceptent de redescendre en disant moins de choses et en faisant mieux les leurs. De temps à autre, quelqu'un déposait sur la table un pain grossier enveloppé dans un linge, le chien du garde en grappillait une croûte, l'eau du bol soignait d'une peau à midi puis s'évaporait sans bruit, la poussière reprenait sa place, et, certains soirs, lorsque la lumière abattait les contrastes au niveau du plancher, le cercle sec semblait s'estomper plus qu'à l'ordinaire, comme si le bois, poliment, avait intégré ce qu'on lui avait demandé de porter, et qu'il l'avait transformé en structure, non pour mentir, pour tenir autrement. Les enfants de ceux qui montaient parfois n'avaient pas connu les manchettes, ils apprenaient le dossier par la tenue de leurs parents, un marteau passé sans mots, une charnière graissée sans commentaire, une porte tirée sans claquer, et ils regagnaient leur maison avec cette promesse secrète que font les collines à ceux qui parlent bas. On peut éviter à ses propres pièces de devenir des coffres si l'on laisse passer l'air entre les objets, on peut désarmer les besoins d'absolu par la juste distance entre une assiette et le bord de la table, on peut sauver des vivants d'un langage trop sûr de lui en remettant un bol d'eau à sa place. L'historien acheva son tirage discret un matin où la brume s'accrochait aux fougères, il referma sa boîte de carton, il porta au centre d'archives la cassette de la vieille du bureau de poste, la copie de l'attestation, le duplicata de la pension, il plia sa carte, il rangea son crayon, il passa une dernière fois par la cabane pour rendre au lieu son silence, et, avant de redescendre, il resta debout au seuil comme Daniel avait su rester debout à la clairière, mais sans compter les secondes, il regarda le rectangle, la table, la cicatrice, il regarda la clarté entrante, il regarda le bol, il admit que la seule fin qui convenait à ce récit tenait dans la continuation du service, et il redescendit sans verrouiller. Depuis, les Appalaches ont gardé ce pays avec la même impartialité, les crêtes ouvrent, les vallées enferment, les torrents nettoient, la tôle sonne juste, et la cabane, rectangle de bois posé dans une géographie qui ne réclame pas d'explication, demeure l'une de ces leçons basses que les vies pressées oublient. Un ordre qui ne laisse pas respirer devient une croyance qui n'admet pas le jeu casse, une maison qu'on pousse jusqu'à la perfection réclame. Tôt ou tard, sa sortie, et c'est pourquoi, lorsque des pas montent encore avec un seau d'huile et une serpillière, lorsqu'une main pose un verre retourné à 3 doigts du bord, lorsque le soleil rasant révèle l'anneau de pas au-dessus comme une cicatrice parallèle, lorsque la pierre du haut s'humidifie d'un halo si fin qu'on ne sait s'il vient du ciel ou de l'haleine du promeneur, la vallée accepte, sans donner ni retirer de signe, que la famille McDowell habite désormais ce territoire d'entretien et de silence, et que leur disparition, loin d'être un cri, enseigne à ceux qui vivent encore la seule morale à la mesure des planches, laisser de l'air entre les rituels, tenir les tables, apprendre à lire à l'envers ce que les objets racontent, et redescendre, enfin, en parlant bas.